Bonjour, bonjour les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la polykystose rénale. Vous êtes bien sur le podcast de l'externe en fait, je le dis jamais. Bon, de toute façon vous le savez en cliquant dessus, vous êtes pas idiots. Allez, donc l'item 266, un petit item qui mange pas de pain. La polykystose rénale, en urologie, enfin non, néphrologie, je dis ça, mais c'est la néphrologie. C'est la maladie héréditaire rénale la plus fréquente, le saviez-vous? Allez, on est parti. Donc, on va faire d'abord un petit peu de prévalence, des définitions, la présentation clinique et cetera. Ensuite, le diagnostic, les principales complications et enfin le traitement, qui est non spécifique d'ailleurs. Et on va voir tout ça, ça devrait pas être très long et on part de suite pour ne pas perdre plus de temps. Donc, heu, la polykystose rénale autosomique dominante, qui s'appelle en raccourci PKRAD, on va dire, PCRAD, voilà, est une maladie héréditaire fréquente avec une prévalence de 1 pour 1000. C'est la plus fréquente des néphropathies héréditaires. Elle est la cause de 8 à 10 quand même, hein, des insuffisances rénales terminales. Voilà, voilà. Le mode de transmission de la maladie se fait sur le mode autosomique dominant. Il y a 2 gènes qui sont impliqués dans la grande majorité des cas, c'est PKD1 et PKD2. Polykys polykystose, voilà, PKD1 et D2. La maladie est semblable dans ces 2 cas, à une exception près, l'âge moyen de l'insuffisance rénale terminale. Donc pour PKD1, c'est 54 ans, c'est le plus tôt. Et quand il y a la mutation PKD2, enfin le gène PKD2, c'est plutôt 69 ans, l'âge moyen. 54 PKD1, 69 PKD2. Le plus souvent, le diagnostic est posé chez un adulte jeune. Les circonstances habituelles du diagnostic sont les suivantes. Ça sera à l'occasion d'un bilan d'HTA, la plupart du temps. Ça sera aussi révélé par une complication rénale, donc par exemple des douleurs ou des pesanteurs lombaires, une hématurie macroscopique, donc que l'on voit dans les urines, une colique néphrétique, l'infection d'un kyste rénal, une insuffisance rénale aussi. On peut aussi poser le diagnostic de manière fortuite par la découverte à l'écho, par exemple, de kystes rénaux ou hépatiques. On peut également faire une enquête familiale parce qu'on a vu que c'était une maladie, eh bien, autosomique dominante. À l'occasion d'une manifestation extrarénale aussi, par exemple, une complication de kyste hépatique ou la rupture d'un anévrisme artériel. Voilà, voilà. Le diagnostic de la polykystose rénale repose généralement sur l'association de 2 choses. Premièrement, les antécédents familiaux de polykystose rénale autosomique dominante. Et deuxièmement, ça repose aussi sur des kystes rénaux à l'imagerie abdominale. Donc cette imagerie va montrer typiquement 2 reins de taille augmentée et qui sont déformés par des kystes multiples et souvent une polykystose hépatique associée. Il faut savoir que c'est présent également chez 30 à 70 des patients. Donc grosso modo, la moitié des patients vont avoir aussi une polykystose hépatique. Le nombre et la taille des kystes augmentent avec l'âge. Donc chez l'enfant et l'adulte jeune, le diagnostic peut être incertain du coup si les kystes sont très peu nombreux ou de petite taille. Par contre après l'âge de 40 ans, le constat de 0 ou un kyste, donc voilà, exclut la maladie. Clairement, il faut qu'il y en ait plus d'un. Il n'est pas actuellement indiqué de rechercher systématiquement une variation génétique de PKD1 ou PKD2, sauf cas particulier. S'il y a un doute diagnostique en l'absence d'histoire familiale ou une présentation atypique, par exemple. Donc, on ne recherche pas systématiquement la variation génétique. Alors, pour les principales complications de la polykystose rénale, autosomique dominante toujours, donc l'atteinte rénale est secondaire au développement progressif de multiples et volumineux kystes dans les 2 reins, qui sont donc responsables d'une néphropathie tubulo-interstitielle chronique.
La pécrade se caractérise en général par une période de 2 à 4 décennies, donc 20 à 40 ans, sans anomalie clinique rénale perceptible. L'insuffisance rénale chronique, c'est la complication sévère la plus fréquente dans la pécrade. L'évolution de la fonction rénale est hétérogène d'une famille à l'autre, mais aussi au sein d'une même famille. Donc voilà, même s'il y a plusieurs cas, ils vont pas évoluer de la même façon, à la même vitesse, et cetera. L'âge habituel de l'insuffisance rénale terminale se situe entre 50 et 70 ans. Voilà. Le pronostic rénal de la pécrade est principalement lié à l'anomalie génétique et au volume des reins. Et on a d'autres complications rénales, qui sont donc des pesanteurs lombaires et abdominales chroniques, qui peuvent altérer de façon importante la qualité de vie. On peut avoir des douleurs lombaires aiguës ou subaiguës en permanence, de manière chronique. En l'absence de fièvre, ces douleurs lombaires peuvent être soit une hémorragie intrachystique, soit une migration lithiasique, par exemple. Autre complication, on va avoir l'hématurie macroscopique. Donc là, quand on n'a pas de fièvre, c'est le plus souvent une hémorragie intrachystique, pareil, avec rupture secondaire dans la voie urinaire excrétrice, plus rarement une migration lithiasique, donc comme pour les douleurs lombaires, en fait. Voilà, ça sera accompagné d'hématurie macro. L'infection du rein, c'est aussi une complication rénale. Donc là, toute fièvre d'origine incertaine au cours de la pécrade doit faire considérer la possibilité d'une infection rénale. Il y en a 2 types, la pyélo, donc pyélonéphrite aiguë. Deuxième infection rénale possible dans la pécrade, c'est l'infection intrachystique. Et donc dans ce cas, les signes fonctionnels urinaires sont rares et l'urine est souvent stérile. La biologie montre un syndrome inflammatoire marqué, donc CRP, globules blancs, et cetera. Le PET scan est utile pour confirmer le diagnostic et localiser le kyste infecté. Le traitement des infections du haut appareil urinaire repose dans tous les cas sur l'usage d'un antibiotique qui a une bonne diffusion intrachystique. Et cette antibiothérapie sera poursuivie 3 à 4 semaines en général. Et initialement, on va même instaurer une bithérapie qui sera nécessaire en cas d'infection intrachystique. Ça, c'était pour les atteintes rénales de la polykystose. Donc maintenant, on va voir plutôt les atteintes extrarénales de la pécrade, donc la polykystose rénale autosomique dominante. Je fais le petit rappel. Première atteinte extrarénale, les kystes hépatiques. Ils sont très fréquents dans la pécrade. Donc, on a vu juste au-dessus que c'était autour des 50% associés. Ces kystes hépatiques apparaissent généralement plus précocement et ils sont plus volumineux chez la femme que chez l'homme. Voilà. L'atteinte hépatique est le plus souvent asymptomatique. Dans un petit nombre de cas, cependant, on peut voir une hépatomégalie massive qui va se développer et qui sera responsable de pesanteur, d'inconfort, de douleur et de compression digestive. Dans ce cas-là, on aura souvent une élévation des gamma-GT et des phosphatases alcalines sur le bilan biologique. Ils ne sont pas une cause d'insuffisance hépatocellulaire cependant. Voilà. Donc si on a des kystes hépatiques, c'est pas pour autant qu'on a de l'insuffisance hépatocellulaire. Autre atteinte extrarénale, l'hypertension artérielle. Donc là, elle est très fréquente et elle est liée à la fois à l'atteinte vasculaire qui est spécifique dans la pécrade et également à l'atteinte rénale. Donc à la fois versant vasculaire et à la fois versant rénal. L'HTA apparaît précocement, avant même le déclin de la fonction rénale et en général avant 40 ans et parfois même dès l'enfance. Donc voilà, si on a un enfant avec une HTA, ça peut orienter vers ça. Et dernière complication extrarénale, ça sera les anévrismes artériels intracrâniens. Donc voilà, on a vu qu'il y a une atteinte vasculaire dans la pécrade, donc ça peut faire ces anévrismes artériels intracrâniens. Leur prévalence dans la pécrade et donc par conséquent, le risque de rupture de ces anévrismes est plus de 5 fois supérieur à celle de la population générale, ce qui commence à être pas mal. Un antécédent familial d'anévrisme artériel intracrânien double la probabilité de retrouver un anévrisme chez un patient atteint de pécrade. Voilà. Les anévrismes siègent le plus souvent au niveau du polygone de Willis.
Un dépistage des anévrismes artériels intracrâniens par IRM peut être proposé, notamment aux apparentés du premier degré des patients qui ont rompu un anévrisme cérébral, ou pour certaines professions jugées à risque. Donc là, on nous mentionne par exemple les pilotes de ligne. Voilà, voilà. Donc, quand on a petit rappel sur les anévrismes, quand on a un pécrade, on a 5 fois plus de chances d'avoir un anévrisme artériel intracrânien. Et si en plus de ça, quelqu'un de la famille au premier degré a eu un anévrisme, on va avoir 2 fois plus de chances de retrouver un anévrisme chez ce patient-là. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on finit sur le traitement non spécifique de la polykystose rénale. Voilà, donc là, on n'en est qu'à 11 minutes. Je vous avais dit que ce serait très court, mais ça fait plaisir de temps en temps. Voilà, on finit la semaine en beauté, c'est vendredi, il fait beau, on profite. Allez, donc le traitement de la prise en charge non spécifique de l'insuffisance rénale chronique et de ses complications. Voilà, ça c'est, le traitement non spécifique de la polykystose. On traite l'insuffisance rénale chronique et ses complications. Donc ça, l'insuffisance rénale chronique, on y reviendra sur un prochain épisode. Les particularités thérapeutiques de la polykystose, donc ça sera déjà par rapport à l'HTA, parce qu'on a une apparition précoce de l'HTA dans la pécrade, donc l'objectif est de dépister tôt et d'obtenir au minimum une pression inférieure à 140-90 millimètres de mercure. Donc là, on diminue un peu en auto-mesure, donc on sera plutôt à 135-85. En première intention, les 2 classes les plus appropriées, d'antihypertenseurs sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC, ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les ARA2, les sartans, quoi. Voilà. Il faut conseiller aux patients de boire énormément, de l'eau, pas de pas d'autre chose, bien sûr. On a des traitements spécifiques qui peuvent limiter la progression de la maladie, et ça peut être discuté après avis spécialisé. On va prendre en charge également, bien sûr, les complications liées à la pécrade, donc les infections kystiques, les lithiases et cetera et heu, en dernier recours, en cas de transplantation rénale, il est parfois nécessaire de réaliser une néphrectomie d'un des 2 reins polykystiques, si celui-ci atteint la région iliaque et gêne l'implantation ultérieure du greffon rénal. Voilà, voilà. Bon, ben, on en a fini pour ce chapitre. Voilà. Donc là, il y a une petite fiche flash concernant la polykystose. On peut la reprendre, comme ça fait un petit récapitulatif du cours. Comme on n'en est qu'à 13 minutes, donc là, on va reprendre les points importants. Alors, l'épidémiologie, si vous vous rappelez bien combien c'est la prévalence à votre avis? C'est 1 pour 1000, c'est bien ça. La transmission est autosomique dominante. On a 2 gènes impliqués, PKD1 et PKD2. Là, on nous met même que PKD1 représente 85 des polykystoses, tandis que PKD2 ne représente que 15. Le problème, c'est que PKD1, on a vu, ça fait survenir plus tôt l'insuffisance rénale terminale, à 54 ans, alors que PKD2, on était sur du 69 ans. Les circonstances au cours du diagnostic sont un bilan d'HTA ou des signes rénaux. Les signes rénaux, c'est surtout les gros reins, les pesanteurs et douleurs lombaires, des hématuries macroscopiques ou une insuffisance rénale chronique, tout simplement. Ça peut aussi être fortuit lors d'une échographie rénale, par exemple, ou d'une enquête familiale. Les atteintes rénales, donc, ça sera l'insuffisance rénale qui sera progressive. On n'aura pas de protéinurie ni d'hématurie. On a un déclin du DFG. Donc là, on a -2 à -5 millilitres par an à partir de 30-40 ans, par là. Et l'âge habituel de l'insuffisance rénale terminale est entre 50 et 70 ans.
Les atteintes extrarénales, c'est les manifestations kystiques, donc kystes hépatiques, qui sont fréquents, plus précoces chez la femme que chez l'homme et plus tardifs que les kystes rénaux et ils sont le plus souvent asymptomatiques, mais parfois on peut avoir une hépatomégalie et les manifestations non kystiques extrarénales, ce sera l'HTA précoce, on a vu ça peut être même dès l'enfance et les anévrismes des artères cérébrales. Voilà. Là, on nous précise que l'âge moyen de rupture de ces anévrismes, s'il y en a, c'est 41 ans. Donc c'est relativement jeune, hein. Et s'il y a un antécédent familial, comme il y a 2 fois plus de risques, on va faire un dépistage par angio-IRM qui est indiqué. Et enfin, la prise en charge thérapeutique qui est non spécifique, ça sera les boissons abondantes. Donc là, ce sera en fait pour, prévenir les lithiases, les infections et cetera. Ça sera le traitement de l'HTA, la prise en charge symptomatique de l'insuffisance rénale chronique, le traitement des complications, donc lithiase, infection kystique, la préparation à la transplantation rénale, donc l'éventuelle néphrectomie, l'hémodialyse, voire même dialyse péritonéale, et donc là, le traitement spécifique de la maladie rénale, c'est le tolvaptan. Voilà, si vous voulez connaître son petit nom, c'est le tolvaptan qui peut être discuté. Voilà, voilà, on a fini ce chapitre, l'item 266 sur la polykystose rénale autosomique dominante. J'espère que ça vous a plu. Et puis, quant à moi, je vous dis bonne journée, bon week-end en prévision. J'espère que vous allez bien profiter. Voilà, prenez soin de vous, régalez-vous bien et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, bisous.